canadien de recherche sur les minorités linguistiques. Bienvenue à l'ensemble de notre étude sur le Congrès mondial acadien, édition 2019. Avant de rentrer vraiment dans le sujet, je vais inviter tout d'abord Julie Mertinet à dire un mot. Julie est conseillère jeunesse, c'est bien ça, de la Société nationale de l'Acadie. Julie, je t'invite à parler proche du micro. Bonjour à tous. Comme il t'a dit, je m'appelle Julie Martinet et je suis la conseillère jeunesse de la Société nationale de l'Acadie. La SNA est très heureuse d'avoir participé au comité de recherche de l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques qui a produit l'étude sur le Congrès mondial acadien 2019. Dans un esprit de recherche-action, notre contribution a été de s'assurer dans le respect de la liberté nécessaire au travail scientifique, que l'étude tient compte du contexte communautaire et des besoins de la société acadienne. Ce type d'étude contribue non seulement à la pérennité du cinéma, mais au développement du peuple acadien dans son ensemble. Nous devons souvent défendre auprès des acteurs communautaires les biens fondés de ce type de recherche universitaire que certains perçoivent comme étant élitistes et loin des préoccupations concrètes des intervenants sur le terrain. Mais l'élitisme serait des deux côtés. Il a parfois été soulevé que le leadership associatif d'ici regarde parfois avec réserve cette fête haute en couleur de la diaspora acadienne qu'est le CMA. Cependant, la relation du milieu associatif est plus complexe, car c'est ce même leadership, notamment la SNA, qui assure la pérennité du CMA. Nous sommes entre l'arbre et l'Écosse, ou plutôt au milieu de divers intervenants, situation qui nous permet de transmettre le savoir universitaire dans le milieu populaire. Merci à tous et toutes pour le beau travail. Merci Julie. Je vois que tu as une voix qui porte plus que moi. C'est bien. J'inviterai maintenant Robert Frenette, qui a été vice-président de l'édition 2019 du Congrès mondial acadien, à dire un peu de Bonjour. Moi, ma voix porte pas. À moins que je chante, puis là. Bonjour tout le monde et merci. M'entendez-vous bien? Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. D'abord, je tiens à vous dire que je m'exprime aujourd'hui, oui, en tant que vice-président du dernier Congrès mondial acadien, mais aussi, quand je vais entendre tout ce qui est dit, mais aussi comme ex-directeur de 2 Congrès mondiaux acadiens, consultant pour les CMA 2004 et 2014, le réalisateur de la première étude de faisabilité qui a mis au monde cet événement, et aussi comme un des artisans qui se sont réunis à Toronto en 1988 pour engager la démarche qui nous a menés au premier Congrès mondial acadien. Donc, c'est avec tout ça que je vais écouter et entendre mon propos. Je tiens à féliciter l'Institut de recherche sur les minorités linguistiques et son équipe, ainsi que la Société nationale de l'Acadie et l'Université Sainte-Anne comme collaborateurs, d'avoir pris l'initiative de recenser toutes ces informations sur les congrès mondiaux acadiens et d'en faire l'analyse et d'en tirer des conclusions. Pour moi, c'est extrêmement positif pour la suite des choses. Suite à la lecture en diagonale du rapport, je me suis dit, c'est donc plaisant de voir que 28 ans après la tenue du premier congrès mondial, les chercheurs trouvent important de se pencher sur l'événement. Sur ce, je ne m'attarderai pas plus longtemps. Je suis impatient d'entendre votre présentation et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci, M. Frenette, pour les bons mots. Donc, il nous fait plaisir de lancer l'étude que nous avons réalisée sur l'édition 2019 du Congrès mondial acadien, qui s'est tenue à l'île du Prince-Édouard
et dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, dans la région dite de la Mer Rouge. C'est une étude financée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada avec la contribution, ça a été mentionné, de la Société nationale de l'Acadie, mais aussi de la Faculté des arts et des sciences sociales de l'Université de Moncton et la chaire en études acadiennes et transnationales de l'Université Saint-Anne. L'étude a été menée par une équipe multidisciplinaire appuyée par plusieurs étudiants et étudiantes. Laurence Arrigui de l'Université de Moncton, qui est absent, qui est à l'extérieur du pays. Tommy Berger, qui est ici avec nous, qui était étudiant à l'Université de Montréal en anthropologie, qui a décidé de venir faire son doctorat ici à l'Université de Moncton, qui a une passion, je dirais, pour l'Acadie, qui a développé une passion, un grand intérêt pour l'Acadie. Clint Pousse de l'Université Saint-Anne, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui nous a envoyé une petite capsule vidéo que je vais vous faire entendre un petit peu plus tard. Audrey Paquette-Verdon, qui était étudiante à l'Université Saint-Anne. Christine Paulin, qui est avec nous ici, de l'Université de Moncton, de l'administration publique. Christophe Trabel de l'Université de Moncton, qui est ici avec nous, sciences politiques. Émilie Urbain de l'Université Carleton, mais qui, on peut dire, en fait partie un petit peu là, de la famille ici, là, dans la Émilie, qui en socio-linguistique. Donc, nous avons aussi bénéficié de l'aide d'étudiants de Jennifer Demosthenes de Bailey Ross à l'Université Saint-Anne, d'Anthony Doiron au début du projet de la Société nationale de l'Acadie, Véronique Malien et Daniel Thériault qui est avec nous dans la salle de la Société nationale de l'Acadie. La mise en page du rapport que vous avez consulté, que vous allez lire, a été faite par Azur René de Cotteret, qui est ici adjointe administrative à l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques. Nous sommes très chanceux de pouvoir compter sur ses services. Vous voyez la page couverture. T'es là tantôt. Vous voyez la page couverture du rapport là, prend une affiche qui a été faite par Michael Theater à la demande du comité organisateur du Congrès mondial acadien. Michael Theater était caricaturiste pour le journal étudiant de la Mount Allison University, pas loin d'ici, qui est rendu maintenant, qui publie cette caricature dans le Washington Post aujourd'hui. Donc, vraiment cheminé. Mais j'ai bien aimé, on a bien aimé l'image qui avait été faite pour la circonstance. Donc, on a jugé bon de la mettre en page couverture. Parce que c'est une image, je trouve, qui parle, qui dit quelque chose. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, c'est un travail d'équipe. Puis, on ne pourra pas présenter vraiment l'ensemble du rapport aujourd'hui. Je vais en dire un court mot. Pourquoi une autre étude sur le Congrès mondial acadien? Parce qu'il y en a eu plusieurs. C'est ce qu'on a constaté quand on a fait la revue littérature. Le Congrès mondial acadien intéresse les chercheurs. Ils l'ont abordé sous différents angles. De notre côté, je parle peut-être plus de moi ici à l'origine du projet, il y avait un peu la question, on fait actuellement une étude des retombées économiques du Congrès mondial acadien. Mais qu'en est-il des retombées culturelles, des retombées identitaires? On entend parler souvent du premier Congrès mondial acadien ici dans le Sud-Est, de l'impact que le Congrès a eu sur la fierté identitaire dans la région. Ça fait partie de la mémoire collective, mais comment est-ce qu'on mesure ce type d'impact? C'est peut-être un petit peu plus difficile, un petit peu plus intangible comme impact que si on compare avec des impacts économiques qu'on peut mesurer quantitativement. C'était un des objectifs, mais il y a plusieurs angles d'analyse. Le CMA, c'est un objet multidimensionnel, il y a plusieurs facettes, donc c'est un défi pour les chercheurs de saisir un objet comme le Congrès mondial acadien. Le rapport donne un aperçu de l'intérieur, de la diversité des activités qui sont menées dans le cadre du CMA. Il y a des spectacles, des grands, petits spectacles, les activités organisées dans les communautés. Là aussi, on a affaire à plusieurs types d'activités qui sont prises en charge par les communautés locales, sont les autres du Congrès mondial acadien. Les réunions de famille,
les conférences qui sont des activités de réflexion, de discussion, la programmation parallèle aussi qui donne la possibilité à différents acteurs d'exprimer leur acadie, sans oublier le tintamarre, qui est un peu le point d'orgue, ça revient souvent dans les entretiens. Donc, pour le CEMA de 2019, une des attentes des organisateurs était de recréer un regain identitaire à l'île du Prince-Édouard, un peu comme on l'a vécu ici dans le sud-est. Nous, on n'a pas pu voir, ça a été vraiment, on n'a pas pu aller sur le terrain à la suite du congrès pour voir mesurer si ces effets-là ont été obtenus. On a pu l'observer pendant le congrès mondial acadien. Donc, le CMA cherche à susciter un éveil identitaire. On encourage l'affichage des couleurs de l'Acadie dans l'espace privé, dans l'espace public. C'est le moment d'exprimer l'identité acadienne. Le CMA cherche à rendre visible et audible l'Acadie, ce qui n'est pas souvent possible dans la vie de tous les jours dans différentes communautés. L'organisation du CEMA a voulu mettre l'accent sur la diversité culturelle et montrer que la culture acadienne n'est pas figée dans le passé. Le CEMA reflète un milieu culturel qui refuse de se folkloriser, qui innove tout en revisitant les symboles de l'Acadie, comme Jacinthe qui cherche son Gabriel lors du spectacle télévisé du 15 août, ou l'artiste Rémi Béliveau qui a invité le public à se faire prendre en photo en revêtant la robe d'Évangéline dans une pose qui rappelle la gravure de l'œuvre de Thomas Feld. Le thème des retrouvailles aussi est un thème central. Ça demeure une constante des CMA. Les retrouvailles passent par des réunions de famille, les jumelages entre les villes, les ententes entre l'Acadie, la Louisiane et le reste de la diaspora. Donc, on peut y voir le projet de reconstruction de l'Acadie aussi. Bref, on n'a pas pu tout observer. L'ampleur du CMA nous l'empêchait. On a fait un échantillon de certaines activités représentatives du congrès. Donc, je m'arrête ici. Je me tournerai maintenant vers les co-auteurs du rapport. Donc, je ne suis pas le seul. Vraiment, j'ai été entouré d'une équipe très dynamique avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler. Pour peut-être partager des réflexions de leur expérience dans l'équipe de recherche, sur le terrain, des éléments d'analyse. Peut-être pour vous donner le goût de lire le rapport, en passant le code QR, c'est ça qu'on appelle ça, sur les tables, si vous voulez, vous prenez ça en photo avec le logiciel approprié, ça vous amène directement sur ces modèles, ça vous amène directement sur la page du rapport. Sinon, vous allez sur le site web www.icrml.ca. Donc, vous aurez accès au rapport. Donc, je me tourne vers les co-auteurs. Vous pouvez prendre le micro. On peut y aller avec la méthode du popcorn, celui qui sent le son. Voici Christine. Premier popcorn qui pop. Ah, vous m'entendez bien? Moi, je pense que le micro-là fonctionne peut-être. Fait que, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui avec mes collègues pour vous parler un petit peu du rapport. On nous a dit 2-3 minutes, fait que c'est pas long pour des gens comme nous qui peuvent s'éterniser pour passer court. Mais on veut vous partager, l'idée de l'activité, c'est de vous partager un petit peu les grandes lignes des sections sur lesquelles on a travaillé, notre expérience, comme le disait Eric. Pour ma part, moi, j'étais en congé de maternité quand mes collègues ont fait l'activité d'aller recueillir les données sur le terrain. Donc, je n'ai pas pu malheureusement participer à cette étape-là. Mais il y avait tellement fait une bonne job, ces gens-là, que quand j'ai réinséré l'équipe après mon congé, j'ai pu, avec notamment Eric et Christophe, travailler, nous approprier les données qui étaient en lien avec l'organisation du CEMA. Nous autres, c'était un petit peu le repère du décor qu'on voulait regarder. Notamment les questions de financement en lien avec le CEMA. Comme vous savez, le CEMA bénéficie de différentes sources de financement. C'est un gros événement qui
pour lesquels il y a des coûts importants. Donc, le financement provient à la fois du gouvernement fédéral, de sources des commanditaires privés, etc., de la vente aussi de la marchandise. Vous voulez regarder un peu ce type d'instrument-là financier, puis également le modèle de gouvernance privilégié par l'organisation, l'équipe du CMA. Comment on organise ça, une grosse activité comme celle-là? C'est quoi la structure organisationnelle derrière l'activité du CMA? Les défis aussi, c'est un autre aspect qu'on a regardé parce que le revers du décor, on ne le voit pas toujours. Nous, on voit tout ce qui est spectacle, rencontres, etc. Mais il y a quand même des défis associés à ce type d'activité-là, de cette ampleur-là. Alors, des défis en lien avec le financement. Trouver les sous, c'est pas toujours évident. À temps aussi, parce que les bailleurs de fonds, notamment gouvernementaux, ont des attentes, ont des objectifs. Ils disent on vous donne les sous, mais à condition que. Donc là, le comité organisateur est un peu aux prises avec respecter ces attentes-là et à la fois vouloir mettre de l'avant l'activité du CMA en tant que tel, avec la programmation qu'ils ont en tête. Des défis au niveau de la reddition de comptes aussi. On a regardé ces questions-là. Le transfert de la mémoire, ça c'est intéressant, puis on espère qu'on aura la chance de travailler sur d'autres CMA à l'avenir pour voir comment ça se traduit, ça, le transfert de la mémoire d'un CMA à l'autre. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas nécessairement un modèle organisé ou un modèle, on y va un peu avec transfert informel, comment ça se pose comme défi. Puis, il y avait aussi un aspect sur la gouvernance que certains considéraient centralisée. Qu'est-ce que ça pose comme défi, ça, quand toutes les décisions sont prises par un petit pôle concentré de gens? Fait que là, je suis certaine que j'ai dépassé mon 3 minutes. Je vais passer la parole à mon collègue Christophe, au prochain popcorn. Puis je dis Christophe, ça peut être un autre. Mais merci d'être là. Puis, si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, Eric va sûrement l'annoncer, mais n'hésitez pas à nous communiquer, ça nous fera plaisir d'en parler plus longuement, plus en détail avec vous. Je vais y aller après. Dans les questions qu'on s'est posées tout au long du projet, une chose qu'on se demandait, c'était un peu comment mesurer l'impact que le CMA a en termes d'engagement communautaire, identitaire pour les personnes qui y participent. Et une des façons dont on s'y est pris pour avoir des réponses là-dessus, c'est de faire des entrevues avec des personnes qu'on avait rencontrées pendant notre terrain dans le CMA, dans les différentes activités du CMA. On a aussi utilisé des questionnaires et on laissait la possibilité aux personnes qui remplissaient le questionnaire de nous laisser un contact pour faire des entrevues plus approfondies. Et je pense qu'une des choses qui est ressortie, évidemment, c'est que par cette méthode-là, on tombe sur les gens pour qui c'est important de participer au CMA. Donc, évidemment, les gens pour qui le CMA peut avoir une grande valeur identitaire, ça a été particulièrement le cas pendant notre terrain à l'île du Prince-Édouard, où c'est des communautés dont la réalité francophone est très très différente de ce qu'on connaît nous ici dans le sud-est, et donc pour qui des événements comme le CMA viennent jouer un rôle vraiment important au sein des communautés, puisque c'est des activités francophones. Les participants nous ont beaucoup parlé de la fierté que ça leur donnait de voir l'Acadie affichée, la rendre visible sur les panneaux dans les villages, etc. Mais je pense que notre expérience de terrain, et Tommy en parlera tout à l'heure, ça nous a aussi permis de voir un peu l'autre côté de la médaille, dans des discussions plus informelles, les personnes qui n'avaient pas ce sentiment que c'était nécessairement si important le CMA. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas eu accès comme données si on avait uniquement fait des questionnaires ou des entretiens, on aurait eu uniquement les personnes déjà intéressées. Alors que là, en allant sur place, dans les petits villages sur l'île, on a pu discuter aussi avec des personnes qui questionnaient si c'était la meilleure avenue de développer la francophonie de leur village. Donc on a aussi pu voir qu'il y a des ambivalences au sein de certaines communautés par rapport au CMA, qui est quelque chose qu'on aimerait approfondir dans le prochain projet, voir comment est-ce qu'on peut aussi, de manière peut-être plus concrète et tangible, avoir des données sur ces attitudes-là, sur les personnes qui ne sont pas gagnées d'avance au CMA. Donc j'ai trouvé que ce terrain-là, l'observation participante, ça avait vraiment été un des points forts dans mon expérience dans le projet, sur le travail sur le projet. Puis je vais passer ma parole à Tommy, puisque lui aussi a fait beaucoup de terrain.
Oui, donc j'étais l'assistant de recherche, disons, principale là, du projet. Puis effectivement, j'ai mené là, des observations participantes. C'est moi aussi qui ai administré certains questionnaires. Et j'ai fait la plupart des entretiens semi-dirigés qu'on pourrait appeler de suivi, là, une fois le CMA terminé, avec des participants qui nous avaient laissé leurs coordonnées. Puis effectivement, là, avec Émilie, on s'en était parlé, mais on trouvait ça assez intéressant parce que sans l'observation participante, il y a vraiment des voix, je pense, qui auraient été un petit peu... qu'on n'aurait pas entendu, en fait, qu'on pense avoir réussi à avoir au moins minimalement mentionné dans le rapport actuel. Ce qui était intéressant aussi, c'est que j'ai fait beaucoup d'observations participantes dans des grands événements et aussi dans des événements tels que l'espace extrême frontière, ce qui permettait justement d'aborder des gens qui étaient là, mais qui n'avaient pas nécessairement toujours prévu d'être là, donc ce n'était pas nécessairement toujours grandement réfléchi là, au point de vue de la fierté ou au point de vue identitaire. Donc je pense que l'observation participante de ce point de vue-là était vraiment pertinente pour aller chercher différents points. Merci Tommy. Là, si vous le permettez, je mettrai la petite vidéo de Clint qui nous a envoyé qui a fait pour vous. Bonjour tout le monde. Même si je regrette de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui, je me réjouis de voir s'offrir au monde le fruit de quelques années de collaboration autour du dernier Congrès mondial acadien. Je tiens à féliciter tous les membres de l'équipe et tout particulièrement Eric pour le chemin parcouru et le travail accompli. C'est un moment très spécial qui, je me dois d'ajouter, en promet d'autres à venir. Écoutez, mon intervention ne sera pas très longue. Les constats au sujet du jumelage entre Broussard en Louisiane et Capelé au Nouveau-Brunswick, auquel est consacrée l'une des capsules du rapport, ainsi qu'une partie de notre article à paraître bientôt dans la revue Francophonie d'Amérique, en disent long sur le potentiel des échanges parmi les communautés de la diaspora acadienne, ainsi que leurs limites, des limites bien réelles. En tant qu'expérience d'enquête de terrain, c'était très enrichissant et aussi très amusant. C'était bien agréable de passer une semaine au chalet de la Boiteau à Capelé. Je suis surtout fier d'avoir pu faire découvrir le CMA par le biais de notre enquête à l'une des assistantes de recherche de la CREACT, Jennifer Demosthène. Tout aussi agréable et stimulante a été la collaboration avec Émilie dans l'analyse des données pour l'article que nous avons rédigé ensemble. J'espère que d'autres occasions d'union nos forces se présenteront. Cette semaine, je me prépare à partir pour la Louisiane afin d'assister au Grand Réveil acadien, un genre de mini-CMA, et afin de documenter plusieurs des activités dans ce cadre. L'une de celles-ci mettra à l'honneur le jumelage de Broussard avec Capelé. Vous en aurez des nouvelles et vous aurez certainement de mes nouvelles au sujet de notre projet sur le CMA 2024. Merci et bravo à nous. À plus tard. Merci Clint, je suis sûr que tu nous entends où est-ce que tu es. Donc, Clint l'a mentionné, il y a des articles aussi qui ont découlé du projet, il y a des articles qui ont été publiés, il y en a deux qui vont l'être. Je crois qu'il y a un article ou deux qui ont été publiés, d'autres qui vont l'être, mais on parle de 5 articles aussi. Je crois qu'Émilie va nous dire un mot aussi sur l'article, ou tu t'avais peut-être pas prévu. Oui, donc le travail que Clint mentionne, c'est du travail de terrain qu'il a fait avec la délégation de la Louisiane qui a participé aux activités du CMA. Et on a fait une analyse un peu plus approfondie de qu'est-ce que ça avait été l'expérience pour les personnes qui étaient là au CMA, vraiment dans le cadre d'un tourisme diasporique, avec l'idée de visiter des lieux de mémoire. Donc la délégation louisianaise, elle a beaucoup participé à des activités sur l'histoire acadienne, visiter le Fort Beau-Séjour, des choses comme ça. Et donc on a fait une analyse un petit peu de qu'est-ce que ça voulait dire pour des personnes qui ont une identité diasporique ou un rapport diasporique à l'Acadie de venir ici. Et en fait, ce qui a été très intéressant, c'était que les personnes avec qui il a fait les entretiens qu'on a analysés mentionnaient beaucoup que c'était en fait
souvent un peu une façon d'avoir des idées, des inspirations sur ce qu'elles pourraient essayer de mettre en place en rentrant en Louisiane dans leur propre communauté. Alors c'est des petites choses, mais par exemple, devoir accapeler les poteaux de téléphone avec le drapeau acadien, des choses comme ça. Donc il y avait beaucoup d'idées qui circulaient sur comment visuellement stimuler la fierté cadienne en Louisiane à leur retour. Donc ça a été vraiment aussi un travail très intéressant de voir qu'est-ce que ça voulait dire spécifiquement pour des personnes de la diaspora acadienne. Merci, Émilie. Je vais dire un petit peu sur une observation que j'ai faite. Parce qu'on le sait, les réunions de famille, c'est aussi le CMA. Hein? Si on parle aux gens qui organisent, qui participent aux réunions de famille, ils vont nous dire que c'est le cœur du Congrès mondial acadien. J'ai participé à une réunion de famille, la réunion de famille des Godet. Vous allez voir ça dans le rapport. Peut-être juste vous mentionner ce que j'ai vu. Donc, j'ai vu Jean Godet costumé pour personnifier Johan Godet, le premier des Godet à arriver en terre qui deviendra l'Acadie. J'ai vu une affiche qui présente les armoiries de la famille Godet, donc des armoiries qui sont riches en symboles. Rien n'est laissé au hasard. Un drapeau aux couleurs de l'Acadie avec le nom de famille Godet. Une carte historique de la région, Beaubassin, où sont établis les ancêtres Godet. Plusieurs grandes affiches où on voit les arbres généalogiques et qui aident les participants à retracer un peu leur filiation familiale. Un généalogiste installé dans un coin de la salle avec un ordinateur, une base de données qu'on peut consulter pour en savoir plus sur nos filiations familiales. Qu'est-ce que j'ai entendu? Une conférencière, Diane Carmen Desjans, qui a écrit des romans pour les jeunes et qui explique qu'elle voulait intéresser les jeunes à l'histoire acadienne et à la résilience du peuple acadien. J'ai entendu des anecdotes sur les familles Godet, de la part des familles qui provenaient de la région, de la localité. Ça se passait à Mimramcook, à Pré-d'en-Haut, au Club de l'Âge d'Or, mais aussi qui venaient du Québec, des États-Unis, de la Louisiane. J'ai entendu l'hymne national acadien chanté par tous les participants. Donc, c'est une petite incursion que je résume très rapidement ici. Je crois que Christophe peut partager aussi ses observations. Oui, merci Eric. Bonsoir à tous et à toutes. Justement, en vous écoutant et puis en essayant de faire la synthèse des choses qui m'ont intéressé pendant cette recherche, c'est le mot trace qui m'a finalement traversé l'esprit. Tout simplement parce que, avec vous, Eric et toi, Christine, on a beaucoup travaillé sur les politiques publiques et finalement la manière dont le Congrès mondial acadien laisse des traces dans les institutions publiques. C'est un événement communautaire, mais qui a été finalement réapproprié ou même approprié par les institutions publiques, provinciales, municipales, fédérales. Et donc il y a une forme d'institutionnalisation tranquille de cet événement qui est à l'origine un événement communautaire, qui reste un événement communautaire, mais quand même qui laisse des traces dans les institutions. Premier élément. Deuxième élément, et là c'est plutôt le travail que j'ai fait avec Tony et puis avec Laurence, notamment sur la notion de territoire. Ça laisse des traces sur le territoire. Et c'est ça qui est intéressant aussi dans le Congrès mondial acadien, c'est que finalement ce territoire se réacadianise d'une certaine manière à travers, vous l'avez évoqué, la peinture bleu, blanc, rouge étoilée sur les poteaux. Bref, on marque le territoire de l'acadianité. Et c'est une des grandes vertus, à mon sens, du Congrès mondial acadien. Et la troisième référence aux traces, là c'est plutôt faire référence aux activités qui ne sont pas des traces du Congrès mondial acadien, mais qui vont dans les traces du Congrès mondial acadien. C'est-à-dire, c'est tous ces événements qui ne font pas partie de la programmation. Quand vous lisez le programme du Congrès mondial, on ne voit pas tout ça. Et pourtant, ça existe. Je ne sais pas, moi, des personnes qui viennent parce qu'ils ont lu un article dans Le Monde sur le Congrès mondial acadien qui se disent « Tiens, c'est l'occasion, je suis parisien, je vais me rendre en Acadie pour pouvoir à la fois assister aux festivités et en même temps visiter un pays que je ne connais pas. » Ça, c'est marcher sur les traces du Congrès mondial. Il y a aussi toutes ces personnes qui vont organiser dans leur cuisine, tu l'as évoqué, ou dans leur jardin, des activités, des rencontres, tout simplement parce qu'ils sont aux marges de ce congrès. Et puis, il y a aussi des personnes qui profitent de l'occasion.
Un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez le festival de théâtre, Festival d'Avignon en France. Vous avez un festival d'Avignon, le festival officiel, et puis vous avez tous ces événements qu'on appelle le festival off, qui a pris énormément d'ampleur, qui est beaucoup plus populaire, beaucoup plus spontané parfois, et qui se constitue de toute une série d'événements, puis des artistes qui sont parfois des bénévoles, et qui font des spectacles de rue, qui font des spectacles un peu n'importe où. Et bien, le Congrès mondial acadien suscite aussi ça. Et nous, on a relevé dans nos travaux deux activités. Le colloque universitaire de la grande visite rencontre de collègues de la Louisiane et de l'université de Moncton, organisé par Denis Roy, mon regretté collègue de la faculté de droit de l'université de Moncton, et la section francophone de la Louisiana State Bar Association, donc en août. Et puis un deuxième événement qui nous a particulièrement intéressés, c'est l'atelier de réflexion portant sur le projet d'autonomie régionale de l'Acadie, organisé par l'Assemblée nationale de l'Acadie à la Marina de Cocagne en août. Ces deux événements qui se sont finalement greffés sur la programmation sans faire partie de la programmation officielle, mais qui ont finalement suscité l'intérêt d'un public qui faisait une pierre deux coups, qui participait aux activités du Congrès mondial et en même temps qui participait à ces activités, ou à l'inverse, qui voulaient participer à ces activités et qui ont pris l'occasion pour participer aussi à des activités du Congrès mondial. Donc finalement, le Congrès mondial ne se limite pas à sa programmation, mais il essaime dans la communauté et il laisse des traces. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. Ça, c'est, je pense, un des apports très importants du Congrès. Voilà. Merci Christophe. Donc, ça vous donne un aperçu de ce que vous allez retrouver plus en détail dans le rapport. J'aimerais vous laisser la possibilité de nous poser des questions, de faire des commentaires, d'intervenir, de prendre le micro. On n'a peut-être pas prévu des micros pour la salle, mais je pense qu'on a du filage ici. On peut vous passer le micro, vous pouvez y aller si vous avez une voix de ténor, pas comme moi. Je ne sais pas s'il y a des questions de la salle. Intervention. Moi, j'ai des observations. Oui, allez-y. Oui. On peut lui passer un micro. Oui, parce que c'est pas assez ici. Quand vous avez parlé de l'île du Prince-Édouard, moi, je dirais que vous n'avez pas pu connaître l'effet à l'île du Prince-Édouard qu'avait connu le 94. Il y a eu une pandémie en plein lieu. Nous, en tout cas, moi, quand ce que j'ai constaté, une des choses que j'ai constatées, c'est la confiance des gens. Souvenez-vous qu'après 1994, c'était un peu difficile d'avoir des gens pour organiser un sommet de la francophonie puis un village de la francophonie. On a eu l'ambition même de faire les jeux, mais là, il y a quelqu'un qui a dit non. Mais il y avait moins de... Mais on n'a pas donné la chance à l'île du Prince-Édouard de dire est-ce qu'ils vont grossir leur capacité, est-ce qu'ils vont innover, ils vont s'aventurer dans d'autres choses. La pandémie n'a pas servi là-dessus. Puis c'est pas de votre faute, la pandémie, c'est la pandémie. L'autre chose, je posais une question sur la centralisation à quelqu'un qui a parlé de ça. Ici. C'est moi. Je n'ai pas compris. C'est juste la façon que le CELMA, on l'a dégagé, hein, c'est beaucoup de petites activités ici et là, c'est beaucoup de regroupements, c'est pas une seule personne qui organise tout, mais on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un pôle de décision qui était le COCMA, le comité organisateur, puis passait par là la majorité des décisions. Alors que, comme il y a un modèle, il y a plusieurs activités décentralisées, la question à se poser, c'est est-ce qu'il y a pas une discordance, moi peut-être pas juste, mais est-ce qu'il y a je cherche le mot. Une divergence? Oui, peut-être une divergence entre le modèle de centralisation puis le fait qu'il y a plusieurs activités décentralisées dans une programmation comme celle que propose le CELMA. Et que ça pose un défi dans ce cas-là. Vous avez parlé un petit peu du défi de la reddition de comptes.
Je trouvais ça intéressant. Je me demandais à quel point est-ce que l'équipe du CMA est impliquée, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de changements au sein de l'équipe. Est-ce qu'ils vont être avisés? Puis j'ai peut-être entendu que vous planifiez quelque chose pour 2024. Donc je me demandais si ça va influencer la prochaine édition ou si vous faites simplement un travail d'analyse ou il y a des pistes de suggestions qui vont être envoyées au prochain comité organisateur ou encore aux employés. Je peux tu voulais répondre aussi? Non, j'allais juste dire que le COCMA a été dans les partenaires avec lesquels on a mené la recherche, mais la question des pistes, ça, Eric va peut-être pouvoir te répondre. Puis juste pour préciser, c'est parce qu'elle travaille pour Patrimoine canadien, je pense que c'est pour ça que la question m'intéresse. À la différence d'une étude qu'on avait déjà faite à l'Institut sur l'avenir du Congrès mondial acadien, cette étude-ci ne visait pas à faire des recommandations. Donc, on n'a pas conçu le projet dans cet esprit-là, mais c'est sûr que ça vient nourrir la réflexion. On espère qu'il va y avoir une suite. On est en processus de préparer Sétienne. Parce qu'elle a dit un mot, je me permets, mais c'est sûr que c'est conditionnel à l'obtention de fonds pour justement aller plus loin à partir de ce qu'on a fait. Ce qu'on aimerait faire, c'est justement, peut-être, là on a regardé le déroulement du Congrès mondial acadien. On a vraiment fait une plongée dans le Congrès, dans différentes activités. On aimerait peut-être avoir la chance de regarder au moins l'année qui précède, l'année de préparation qui mène au Congrès mondial acadien. Et éventuellement aussi après. Non, ça serait un plus long projet. Justement, on aimerait voir un peu quelles sont les retombées à moyen terme, au moins à court et moyen terme d'un Congrès mondial acadien. Ça, on n'a pas pu le faire dans ce projet-ci. C'est un projet d'1 an. Il y a eu, avec la COVID, on a eu la possibilité de demander une 2e année et même une 3e année pour réaliser le projet. C'est sûr qu'il y a eu des ralentissements. Mais vous n'allez pas trouver de recommandations dans le rapport. Il n'y avait pas ce mandat-là qu'on avait au départ. Mais j'espère que ça va nourrir la réflexion au niveau des politiques publiques, au niveau aussi du comité organisateur. Je sais pas si oui, j'allais juste dire, le rapport a été déjà partagé avec les personnes qui sont en train de préparer le CMA 2024 aussi. Je n'ai pas lu le rapport, mais pourriez-vous élaborer sur le transfert de connaissances aussi? Ça, je trouve ça intéressant. Christine, tu en as parlé un peu au niveau de la mémoire organisationnelle. Est-ce que tu peux revenir un peu là-dessus? L'idée, c'est qu'on veut, d'un CMA à l'autre, essayer de récupérer les bons coups, les choses qui fonctionnent très, très bien, les opportunités d'apprentissage aussi pour pouvoir les transférer à l'équipe qui suit. Puis, ce qu'on s'est rendu, c'est qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il n'y a pas nécessairement ça ne se fait pas sur un mécanisme formel. Hein. C'est très informel, il n'y a pas nécessairement les gens, il y a des gens qui poursuivent d'une organisation CMA à une autre, mais ce n'est pas toujours la même équipe. Alors, à ce niveau-là, on l'a catégorisé défi dans le sens où s'il y avait un mécanisme très plus formel attaché à ça, à la question du transfert de connaissances, une évaluation qui va au-delà de la fonction économique, là, ça pourrait être aussi une façon de s'assurer que la transition, que l'information, cette culture organisationnelle-là qu'on essaie de construire par l'entremise de l'activité CMA, que ça puisse se transférer d'une édition à une autre. Peux-tu commenter? Ah, oui. Oui, sur le même point, oui. Oui. Moi, j'ai suggéré, je sais que la SNA est ici, mais j'ai suggéré souvent à la SNA, antérieurement à vous autres, ça a presque marché avec Éric Mathieu Ducel dans le temps, de faire parce que c'est eux autres qui livrent à l'organisation, de développer un gabarit avec une flexibilité, un gabarit, puis en disant, les bons coups, tout ce qui va, qu'est-ce que vous devez donner comme rapport, etc. Une sorte de structure de départ que vous pouvez partir avec, en autant qu'il y ait une flexibilité. Et c'était une question financière, on disait qu'il ne pouvait pas développer ça. Ça serait un exemple, une forme qu'on va faire. Autre chose, je vais faire des commentaires. Là, à chaque année, quand on parle du tourisme,
En 2009, après le congrès, il y a eu une augmentation du tourisme du Nouveau-Brunswick. Et il y en a eu un après 2019, puis c'était toujours la conséquence du congrès mondial acadien. C'est probablement pour ça que les institutions publiques se rattachent, se collent à ça, puis nous donnent de l'argent, parce qu'il y a un bénéfice à avoir avec ça. La dernière chose, il y a une chose qu'on n'a pas oubliée, mais Carole Doucet et d'autres ont souvent dit que le premier congrès mondial avait été le départ de l'industrie, d'une véritable industrie musicale. Parce qu'il y a un record de... Les gens n'enregistraient pas dans ce temps-là des disques et tout ça. Le congrès mondial de 94 avait donné cet effet. Merci. Donc, il y aurait eu une professionnalisation de l'industrie artistique culturelle à partir du projet. Il y avait une piste là, de recherche, là, la suite. Oui, Daniel Théo, la SNA. On va parler au micro. Je ne vais pas paraître prétentieux, je vais parler au micro. Oui, ben en fait, il y a plusieurs points qui m'interpellent. Je vais réagir plutôt comme un ancien collaborateur du Congrès en 2009, puis d'une part, c'est pour le tourisme. Je sais que pendant le Congrès, l'année du Congrès, ça allait beaucoup de monde. D'ailleurs, on a vu les statistiques, nous autres, on avait conclu que les seules personnes dans la péninsule acadienne qui n'étaient pas venues au Congrès, c'était soit qu'ils étaient à l'hôpital ou en prison. Mais il y avait beaucoup de gens d'ailleurs. Mais sur la question de la pérennité du Congrès, tout ça, effectivement, comme la SNA, c'est sûr de la pérennité du Congrès. Il n'y a peut-être pas de gabarit, mais il y a un cahier de charge. Mais effectivement, il y a comme des lacunes d'un congrès à l'autre. Puis je vais donner un exemple, puis ça nous amène à réfléchir. Par exemple, la firme qui est en train de monter le site web, tu sais, à un moment donné, on n'a pas encore conclu sur ce plan-là, mais il y a un problème, parce que après que le congrès finit, le code il arrête, les sites web sont tous abandonnés, tout ça. Il faudrait que... Puis effectivement, tu n'as pas conscient de... il y aurait comme un travail de maintenir ça à jour, parce que c'est comme si le congrès disparaît, il faut tout que tu fasses... Et effectivement aussi, le congrès, et c'est pour ça que ça prend comme 5 ans d'organiser, mais il faut que tu montes une organisation de toutes pièces. Comme ça, il n'y a pas de gabarit. Il y a quand même un cahier de charge assez, assez complet, en tout cas sur le type d'activité, tout ça. Mais il y a aussi, sur la pérennité, puis il y a une autre dimension aussi, c'est il y a tout un accueil de protocolaire qui est fait, des invités dont le président français Macron s'est engagé à venir au prochain congrès, là, si c'est délire. Puis, mais à un moment donné, là aussi, on s'occupe bien, je pense, de nos dignitaires quand ils sont là, mais si on veut que, justement, que ça laisse des traces ou que ces gens-là, tu veux maintenir un lien, mais il y a une dimension aussi de pérennité des liens avec les gens que tu essaies d'attirer. Aussi, puis je termine là, mais ça m'interpelle aussi la discussion de les deux dimensions du congrès, qui était en fait une fête, tu sais, comme il y a des événements majeurs, puis d'ailleurs, le cahier de charge est fait comme ça, comme 3 événements majeurs, tu sais, à un moment donné, au début, quand j'étais à l'extérieur du congrès, quand il annonce le programme du congrès, il annonce 3 affaires. Il y a un spectacle d'ouverture, il y a le spectacle du 15 août, il y a le spectacle de fermeture. Mais après ça se nourrit. Mais tu as une grosse machine, puis c'est des gros événements, puis c'est des foules, puis d'ailleurs c'est les plus grosses foules dans le domaine de manifestation publique là, que la Québec connaît. Là. Et à côté de ça, tu as un congrès plus communautaire. Je pense que c'est une force là, de pouvoir jouer sur ces deux plans-là. Mais il peut avoir aussi puis ça serait intéressant d'étudier, il peut avoir pas des forces contradictoires, mais aussi des tensions possibles dans ces dimensions-là. Puis, des fois, parce que le gros événement, des fois, même, je ne veux pas trop, il y a, le Congrès, je pense, qui a décidé, en fait, les organisateurs du Congrès, dans les nouveaux cahiers de charge, on a demandé il y a quelques, je pense, surtout après celui-ci ou avant,
que le budget de congrès montait tout le temps. Je sais pas, 8 millions, 9 millions, 10 millions, 12 millions. Ben, il y a des gens du secteur culturel qui étaient préoccupés par ça. D'ailleurs, dans le cahier de charge, on a demandé que le nombre de jours soit réduit et que le budget soit moins important pour pas que ça devienne trop une grosse machine. Puis effectivement, dans les gros événements, c'est un peu le royaume des producteurs. Puis un producteur, moi je travaillais dans la production, puis embaucher les producteurs, c'est travailler avec des grosses affaires, avec beaucoup d'équipements. Ça voit grand. Ah? Ça voit grand. Ben, c'est ça. Donc, c'est toutes des tensions qui traversent le congrès, là, et ce n'est pas nécessairement des défauts, mais c'est des tensions et des contradictions à gérer dans l'événement. Juste une image, parce que j'étais sur le site du congrès ici, là, où je représentais la Nouvelle-Écosse à l'époque. Puis j'étais quelqu'un de la Nouvelle-Écosse que je n'aimerais pas, mais tu sais, lui, il regardait ça parce qu'il avait l'intention de présenter leur demande pour l'an prochain. Puis tout d'un coup, c'est lui qui fait remarquer, comme à l'entrée pour la gauchette, il y avait des gros camions. Tu sais. Lui, en fait, sa réflexion, c'est de dire maintenant, moi, je ne peux pas faire un congrès dans une région comme la Baie-Sainte-Marie, on ne pourra pas jouer sur les mêmes cordes, on ne peut pas jouer au milieu ou au monde. Mais tout de suite, il dit ben, je dis oui, il y a des gros camions, mais je dis ben, c'est des producteurs qui regardent ces événements-là, puis on aime ça, les gros camions, nous autres producteurs. Puis effectivement, lui, je suis mis dans sa tête, il dit ça ne sera pas ça l'entrée du prochain congrès. Mais donc, il y a tout ça pour dire qu'il y a effectivement l'idée que le congrès c'est une grosse machine, la plus grosse machine dans le milieu de l'événementiel en Acadie. Et à côté de ça, il y a des gens pour qui le congrès, c'est les fêtes de village, les déjeuners qu'il y a dans les villages, et aussi les fêtes de famille. Puis, ça fait et qui vont peut-être pas à ces grands événements-là et tout ça. C'est sûr que. Merci Daniel pour le commentaire. En fait, ce qui fait la force du Congrès mondial acadien, c'est justement il y a une structure, il y a une organisation pour les grands événements, mais il y a aussi toute une mobilisation qui se fait au niveau des différentes communautés. Il y a une souplesse au niveau de l'organisation aussi, qui permet de réconcilier différentes tensions, différentes attentes aussi. On n'a pas tous les mêmes attentes vis-à-vis le Congrès mondial acadien. Donc, c'est un tour de force, je pense, pour le comité organisateur, de répondre à des publics qui ont des goûts différents, à différents publics. C'est un défi organisationnel. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? J'ajouterais juste, moi, Éric, je me permets quand tu dis qu'il y a beaucoup d'attentes, je crois que, sans réponse aux commentaires que vous avez fait, je crois que ça évolue aussi. Puis que le Congrès mondial acadien connaît tellement un grand succès d'édition en édition qu'on remarque qu'il faut s'adapter, qu'il faut, au niveau de la programmation assurément, mais peut-être au niveau aussi des politiques publiques, au niveau de l'organisation, au niveau, et là je rattache avec le commentaire de Madame qui disait sur la question de comment on fait pour transférer les connaissances. Peut-être qu'au départ, on n'y avait pas pensé, on ne jugeait pas que c'était pertinent d'investir des ressources sur ça, parce qu'on se disait, bon, ben, c'est une édition, on finance une activité, un événement, célébrer l'Acadie, bon, c'est ça. Mais là, à chaque 5 ans, ça revient, puis c'est quelque chose qui devient ça laisse des traces. Donc, peut-être qu'il faut réfléchir à ça aussi, puis ça laisse des pistes de réflexion. On espère que vous avez du plaisir à explorer tout ça. Oui, M. Frédéric. Là-dessus, je vais vous donner un exemple. Quand on a pensé à l'étude de faisabilité, au départ, on a dit on va mettre les familles. Moi, j'avais vraiment organisé une rencontre de famille, mais on a dit on va voir du monde avec ça. Puis là, on partira là-dessus. Mais ce que Madame vient de dire, ça a évolué. Il y a 28 ans passés, c'est une génération. Les gens connaissent de ce monde-là. Maintenant, ils ne sont plus tous là, puis la nouvelle génération, parlant des familles, est moins intéressée à organiser. Donc, avec le temps, les congrès se sont dit on va amener du monde autrement, puis ça ne sera plus la base d'attirer les Acadiens, les Acadiennes et les autres. Les rassemblements de famille, on a même fait des hubs la dernière fois ici, parce qu'il n'y avait pas assez de monde dans une famille. On a dit ben, vous pouvez réunir plusieurs familles, mais on va vous organiser un site. Il a fallu s'adapter à tout ça. Puis, je ne dis
dis pas que ça va disparaître ou pas, mais c'est pas aussi populaire que ça l'était au début. Oui, on l'a vu avec les chiffres, hein. Il y a un certain déclin d'édition en édition. Questions, commentaires dans la salle? Est-ce que ça fait le tour? Il y a un léger goûter, vous l'avez sûrement repéré. Il y a Azure qui a des coupons. Si vous n'avez pas reçu au moins 2 coupons, peut-être un deuxième aussi. Pour une consommation au bar. Puis, je crois que ça conclut. Hein? En tout cas, c'est un objet d'étude de CMA fascinant, comme dirait Charles Serre. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée.